Salut à tous, vous êtes sur 01 TV et comme tous les mois, place à votre rendez-vous dédié aux mobilités, à toutes les mobilités. Il s'agit de 01 Drive. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous, voici le sommaire de 01 Drive. Tout d'abord, on va s'intéresser à un drôle de véhicule 100% électrique à partir de 6 000 € que l'on peut conduire dès 14 ans. C'est un peu un ovni très séduisant, on en parle avec notre invité. Ou plutôt un orni, parce qu'il est roulant et pas volant. Pas mal. Tiens, ça aussi, ça roule. C'est la Toyota Yaris hybride. Et Dimitri Charitsis l'a testé. Il va tout nous dire dans quelques minutes. Nous parlerons de vélo comme d'habitude dans 01 Drive François. De plus en plus de Français pratiquent le vélo, mais aïe, attention au vol. Heureusement, il y a des trackers pour vélo. Et puis forcément, on parlera de vélo, Jérôme, avec une nouveauté française. Attention, c'est un vélo haut de gamme et il s'agit du vélo Colline. On le découvre tout à l'heure. Voilà, c'est le sommaire. Bienvenue dans 01 Drive du mois de septembre. Et oui, Jérôme, tu as raison, numéro de septembre donc de 01 Drive. Alors d'habitude, tu es à côté de moi, mais tu sais que pour des raisons maintenant logiques de distanciation, bien voilà, on est un petit peu plus éloigné, mais ça ne va pas enlever grand-chose, en tout cas à l'intérêt de cette émission. On vous le souhaite et on nous le souhaite. Alors, on commence bien sûr par l'actualité de cette semaine dans le monde de la mobilité. Et c'est notre rendez-vous en route. C'est l'actu de la semaine avec une news, François, un chiffre pour commencer. 500 000, eh bien, c'est, on peut dire, la grand-mère des véhicules électriques qui fête... 500 000 ans, allez dire. Non, pas 500 000 ans, mais son 500 millième exemplaire, la Nissan Leaf, le 500 millième exemplaire vient de sortir d'usine. Il vient d'être fabriqué, ça ne veut pas dire 500 000 exemplaires vendus, mais on y est presque en réalité, puisque déjà en 2019, il y avait plus de 400 000 Nissan Leaf vendus. C'est le véhicule électrique le plus vendu au monde, oui. Le plus vendu en Europe aussi et le plus vendu en France. 25 000 Nissan Leaf vendus en France. Donc c'est une voiture qui existe depuis longtemps. Hein, oui, exactement. Leaf, hein, il y a eu deux versions. Voilà, une voiture japonaise avec Nissan qui depuis très longtemps avait pris le parti du véhicule électrique. Hein. Donc 10 ans pour ce véhicule qui a été d'abord évidemment commercialisé au Japon. Est-ce que je sais que tu l'as testé en plus toi la Nissan Leaf? Oui, moi c'est une voiture que tu aimes beaucoup. Hein. J'avais essayé cette version d'ailleurs, ouais. Qui était la deuxième. Et c'est un véhicule qui est vraiment intéressant, à la fois en autonomie et puis en caractéristiques techniques, avec notamment la fonction ProPilot. Vous pouvez piloter cette voiture uniquement avec une seule pédale. Évidemment, toutes les voitures électriques freinent quand on lève le pied, mais celle-là, elle freine véritablement. C'est comme si on appuyait sur le frein. Ça fait qu'elle recharge beaucoup d'énergie en fait. En plus, elle recharge beaucoup. Oui, ouais. elle est étonnante. Ah, maintenant, elle a été un peu rattrapée en termes de caractéristiques techniques, d'autonomie, etc. Puisqu'il y a de plus en plus de modèles, bien sûr. Voilà, la Nissan Leaf. Et on va parler maintenant d'un autre type de véhicule, Jérôme, alors qui n'a strictement rien à voir. Hein, qui est électrique, ça c'est le point commun. Il s'agit de l'Ami. Là encore, c'est un véhicule que tu as eu l'occasion de tester. Hein, absolument. Et on va en parler avec notre invité. Sébastien Grandmougin, bonjour, chef de produit Ami chez Citroën. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'être là aujourd'hui dans 01 Drive. L'Ami qui est sorti au printemps, il y a déjà un moment. Qui a été lancé, on va dire, fin mai. Fin mai, voilà. Mais que l'on voit et à laquelle on s'intéresse véritablement seulement depuis quelques jours et qu'effectivement, j'ai eu la chance d'essayer. Alors l'Ami, il faut que vous nous la présentiez. C'est vraiment François disait un orni ou un objet roulant non identifié. Oui, c'est une bonne définition. C'est exactement ça. On peut dire qu'on est sur quelque chose de différent, un objet de mobilité urbain, périurbain, un engin qui est 100% électrique, qui est vraiment pour nous assez l'incarnation de quelque chose de nouveau, de s'intéresser à une autre mobilité, à d'autres usages. Oui, parce que c'est vrai que c'est une voiture qui est étonnante. C'est pas une vraie voiture. Hein. C'est pas une voiture, ça c'est sûr. Voilà, on ne veut pas que ça soit. On n'a pas voulu faire une voiture. Attention, on n'est pas dans l'univers des voitures. Et en quoi ce n'est pas une vraie voiture en fait? Qu'est-ce qui la distingue d'une voiture normale? Ce qui la distingue déjà, c'est qu'on peut conduire à partir de 14 ans en France, puisqu'on est dans une catégorie qui est la catégorie des quadricycles, qui permet, avec le BSR ou le permis AM, de rouler ce genre de véhicule. Donc il faut le BSR, on n'est pas obligé d'avoir le code. C'est ça. Voilà, le BSR en général, ça se passe à l'école ou au collège. Au collège, voilà. Et qui permet du coup, à partir de 14 ans, de pouvoir conduire Ami.
Alors, les à partir de véhicules 14 ans, mais il faut quand même préciser quelque chose, c'est que c'est à partir de 14 ans si on l'achète. Parce qu'elle est disponible également en location normale et puis location courte, en ville, avec l'opérateur Free to Move. Mais là, il faut avoir 18 ans. Oui, en fait, on a voulu que ce véhicule, cet objet de mobilité, soit adapté à différents usages et à différents clients. Donc on le propose à l'achat, à la location longue durée et dans des formules d'autopartage qui se développent de plus en plus dans les villes. Et donc Free to Move, notre opérateur à Paris, la propose à partir de 18 ans. D'accord. Pour une question d'assurance, etc. Oui, c'est essentiellement une question d'assurance. Juste, rappelons les limitations de ce type de véhicule, étant donné que ce sont des véhicules qui sont réservés à partir de 14 ans, si on l'achète, on n'a pas la même liberté qu'un véhicule normal. Alors on a une autre liberté, puisqu'on est un véhicule électrique, donc on va dire qu'on peut aller dans toutes les zones. Par contre, on est limité en vitesse à 45 km à l'heure, vitesse maximale, et on n'a accès qu'aux voies de circulation standard et pas aux voies réservées aux véhicules comme les autoroutes ou les périphériques des grandes villes. Voilà, par exemple, nous, Parisiens, on peut rouler dans Paris sans aucun problème, on ne peut pas prendre le périph', non. Pas d'autoroute. Non. Voilà. Et pas de voie rapide, de type national 118 ou équivalent. D'accord, très bien. C'est logique, si des conducteurs peuvent être des conducteurs sans avoir passé d'épreuve de conduite. En fait, c'est l'équivalent des voitures sans permis. C'est une voiture sans permis qui peut être le plus proche engin qui ressemble à l'AMI. Alors 2 places. 2 places. Pas de coffre. Côte à côte. Côte à côte. C'est quand même un élément important pour nous. On voulait que 2 personnes puissent utiliser AMI de façon protégée, sécurisée et en étant bien. Donc vous avez pu, j'imagine, apprécier l'espace intérieur qui est un élément important pour nous. L'espace intérieur est assez étonnant, en effet. Il y a vraiment beaucoup de place du côté passager, notamment. On peut mettre quelques sacs, des choses comme ça, les courses. Des trucs. Donc on a voulu un concept de véhicule très compact, donc qui fait un peu plus de 2,40 m, mais très habitable et très spacieux à l'intérieur pour avoir cette sensation quand même de faire des petits trajets en étant bien à 2 personnes. Il n'y a pas de coffre, donc on peut charger des choses devant le passager, c'est un peu la zone dont vous parliez. Et donc on essaye d'amener l'aménagement intérieur en phase avec ses usages et ce qu'on veut proposer aux clients. Si on se réfère à la Smart, c'est plus petit qu'une Smart ? C'est plus petit qu'une Smart, oui. D'accord. C'est plus court qu'une Smart. Eh bien oui. C'est plus court qu'une Smart. Oui. C'est plus court qu'une Smart. D'accord. On la recharge sur une simple prise électrique qu'on a aperçue à l'image. Tout à fait. Donc avec le câble qui est son connecté à la propre voiture, câble en fait. qui est dans le véhicule du côté comme passager. Un aspirateur, on tire sur le truc. Disons qu'on a un câble qui permet de se brancher sur toutes les prises de 120 volts et puis avec des adaptateurs, on peut aussi venir se brancher sur des prises de l'infrastructure classique électrique que les municipalités mettent en place. Oui, quand même, c'est ça qui est intéressant. Alors, l'aspect, justement, électrique est important. Oui. Quel type de batterie y a-t-il à l'intérieur ? Combien de temps, combien d'autonomie, combien de temps dois-je mettre pour la recharger ? Alors, c'est une batterie de technologie lithium-ion qui a une capacité de 5,5 kWh et qui se recharge en 3 heures avec un chargeur qui est embarqué. C'est le même temps de recharge, quelle que soit la prise. On a une seule vitesse de recharge. Donc, prise 220 volts ou prise grand public, ça sera une recharge complète en 3 heures. Et donc, on a une autonomie de 75 km quand on a rechargé complètement la batterie. Alors, il y a plein de choses intéressantes sur ce véhicule. Déjà, il y a un toit panoramique, transparent, qui augmente encore l'impression d'espace et de confort. Mais c'est une option, le toit panoramique, ou est-ce que c'est sur tous les modèles ? Sur tous les véhicules. Voilà, c'était nécessaire pour avoir cette sensation d'espace, et puis c'était nécessaire pour la praticité en ville, puisque si on a des feux qui se retrouvent en hauteur, ça permet de pouvoir voir les feux rouges en hauteur. Oui, exactement, il y a un côté pratique. Un petit clin d'œil pratique. Oui, d'accord, c'est rigolo. Et puis, ce qui est amusant, c'est que quand on la regarde, on se dit, mais où est l'avant, où est l'arrière ? Mais en réalité, il y a une explication à ça. Il y a une explication. Alors, on n'a pas voulu un véhicule complètement symétrique, parce que c'était quand même un petit peu bizarre. Donc, on a cassé la symétrie complète, mais on a essayé quand même d'être astucieux et malin dans la façon de faire le véhicule pour avoir le plus petit nombre de pièces, pour avoir la conception la plus frugale, et permettre d'avoir ce prix de vente dont vous avez parlé tout à l'heure. On va en reparler en détail. Et pour jouer l'accessibilité pour tous. Donc la porte de gauche est la même que la porte de droite. Donc quand vous voulez rentrer côté conducteur, ça s'ouvre de façon antagoniste, donc non conventionnelle. Le bouclier avant est le même que le bouclier arrière. Donc on a essayé de jouer la communauté pour minimiser la complexité et simplifier tout le processus
de fabrication. C'est ça qui permet de faire un véhicule pas trop cher. Hein. C'est ça qui permet d'avoir ces cibles d'accessibilité pour tous, de prix assez réduits. Alors, on se souvient de la Renault Twizy. Je ne sais pas si vous avez connu Oui. ce modèle qui était je assez le connais étonnant, bien. qui était en long, en fait, un peu bizarre. Assez joli d'ailleurs. Voilà, joli, mais qui n'a pas rencontré de succès. Hein. Ça n'a pas été... Ça n'a pas été un succès. Je pense Vous que avez- ça, vous êtes ça a bien démarré et ça s'est arrêté assez vite. Voilà. Alors, Donc, on a est-ce que vous regardé, avez analysé pourquoi il y a eu cet On échec a chez essayé de Renault? regarder un peu ce qui était bien et ce qui était moins bien dans le Renault Twizy et de s'en Oui. servir dans notre conception. Par rapport au Renault Twizy, ce qui était important pour nous, c'était de proposer un véhicule fermé, chauffé, protégé pour 2 personnes côte à côte. Voilà, pour vraiment que ça soit une solution adaptée, Oui, qui est un vrai habitacle. avec en un fait. habitacle et avec la possibilité d'être à 2 confortablement installés. Voilà. Ensuite, on a travaillé l'aspect économique. On a un prix de vente qui est assez différent de Twizy. Et après, voilà, on n'a pas non plus voulu être juste un Twizy killer. On a regardé d'autres choses. On s'est intéressé aux clients qu'on avait envie de cibler, à leurs usages, et on a développé certaines fonctionnalités. Et justement, quel est le client type d'Ami? Alors, il y a plusieurs clients types. Il n'y en a pas un seul, mais on va dire il y a 3, on pourrait dire 3 clients types. Le premier, c'est l'adolescent qui n'a pas le permis et donc qui va utiliser comme peut-être premier véhicule dans la circulation un ami. Ensuite, le deuxième client type, c'est la famille. C'est la famille qui va partager un ami entre les parents et les ados, un véhicule additionnel dans le foyer qui est utilisé pour des petits trajets. Et puis le troisième client type, c'est l'urbain qui aujourd'hui a abandonné la voiture et la possession et qui va être juste dans l'usage de la mobilité et qui va pouvoir utiliser avec les formules d'autopartage comme celle de Free2Move des amis pour se déplacer. Voilà, donc Et alors, c'est plutôt urbain ou plutôt en dehors des villes? Bah, on va dire On va dire que rural, mais bon... dans la genèse et l'inspiration, elle est plus sur la mobilité urbaine, périurbaine, parce que c'est ça qui nous pousse, on va dire, aussi à travailler sur l'électrique, la compacité. Par contre, ces caractéristiques-là, elles en font à la fin un objet qui est complètement crédible dans des milieux ruraux où on a juste à se déplacer pour aller de chez soi au magasin, à la boulangerie ou à la salle de sport. Déjà, les véhicules, les petits Et on a véhicules déjà sans permis ont quelques beaucoup voitures de sans succès. permis ou quelques Twizy, si vous voulez. Ouais. Donc, on va dire, sa genèse est plutôt pensée sur la ville, mais la conclusion fait qu'on ne va pas cibler uniquement des clients en ville. Ouais. Oui, parce que d'autant qu'en ville, voilà, certaines villes, et notamment Paris, font tout pour qu'il y ait de moins en moins de véhicules. Malgré tout, même si Ami est propre, etc., Elle est petite, elle est vertueux, propre, mais elle prend de la place. elle prend de la place sur la route, malgré tout. et voilà. Elle prend de la place, elle prend On est obligé moins de de rouler place sur la- qu'un véhicule conventionnel Bien malgré sûr. tout. C'est pour nous un atout dans la ville, même si la ville cherche à faire sortir au maximum les voitures aujourd'hui. Ami, il a sa place en hybride, on va dire, d'empreinte au sol, pour permettre de garantir toujours certaines prestations de déplacement sans prendre trop de place. Donc, Demain, il y aura on pense peut-être que demain, plus ça que peut des être une véhicules voie comme ça. intermédiaire aussi pour ces véhicules-là, Ouais. dans les villes de demain, un petit peu moins engorgées de circulation. On dit un mot du prix, du financement, etc. Parce qu'on a dit à partir de 6 000 €. En réalité, c'est un peu plus subtil. Hein. Combien coûte-t-elle? Bah, à l'achat, alors on a plusieurs possibilités, un achat comptant, des formules de leasing ou des formules d'autopartage. Le premier prix en achat comptant est à 6 900 €, sachant qu'on a 900 € de bonus gouvernemental, donc on tombe sur les 6 000 €. D'accord. Donc ça, c'est une version Ami qui est le premier niveau de finition. Et ensuite, on a des niveaux de personnalisation avec des packs de personnalisation qui sont sur des prix de vente cash à 7 300 €. Et puis ensuite, on a deux véhicules un peu plus équipés qui sont Miami Pop et Miami Vibe avec des prix un peu plus élevés. Alors, quelles sont les différences? Il y a quoi comme option supplémentaire sur les modèles haut de gamme? Sur le modèle le plus équipé, on a le pack de personnalisation extérieur-intérieur, donc des stickers, des enjoliveurs pour donner de la couleur, du peps à l'extérieur, et puis des éléments de fonctionnalité à l'intérieur, des rangements, des tapis de sol, des filets dans les portes pour donner de la fonctionnalité et pour amplifier la facilité d'utilisation. Par contre, il n'y a pas de clim, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de rétroviseur central. Non, il n'y a pas de rétroviseur intérieur. Il n'y a pas de rétroviseur intérieur parce que quand vous êtes dans un véhicule comme ça de 2,40 m de long, vous voyez qu'à l'usage, finalement, c'est plus simple de se retourner pour voir ce qui se passe que d'utiliser le rétroviseur intérieur. Donc Comme elle est courte, c'est ça? Voilà, elle est courte, elle n'est pas large, donc on se sert plus des rétroviseurs extérieurs et de la vision périphérique. Ouais.
Une Voilà. question toute bête, il y a un autoradio dans cette voiture? Il n'y a pas d'autoradio. Il y a pas d'autoradio. Il y a un seul afficheur qui est l'afficheur de la vitesse, de l'autonomie, Oui. pour les informations, on va dire, réglementaires et basiques. Et ensuite, la volonté, c'est de dire que on amène son contenu avec son smartphone. Donc il y a un espace qui est aménagé pour positionner le smartphone à l'axe du véhicule. Et c'est à travers de ça qu'on va retrouver de la musique, la navigation, avec ce qu'on va amener. Donc on peut positionner une enceinte Bluetooth dans un endroit derrière le combiné. On peut positionner le téléphone pour avoir la navigation en Il ville. n'y a même pas d'option en fait pour avoir un autoradio. Il n'y a pas Bluetooth. d'option d'autoradio, non. Voilà. On est vraiment sur le principe où tout Et le je crois que vous avez contenu passé et un tous accord les... avec UOBoom. On propose une enceinte Bluetooth qu'on a travaillé avec Boom, qui est adaptée D'accord. directement au logement. Et c'est vraiment la philosophie de dire que tout ce qui n'est pas l'essentiel pour la conduite, c'est le client qui va l'amener avec lui et on n'a pas besoin de le proposer à l'avance. Maintenant, tout est dans le smartphone. Moi, je peux dire effectivement, après l'avoir utilisée, qu'elle est étonnamment confortable, même si, bon, elle est un petit peu sèche, hein, elle tape un peu sur les pavés, il ne faut pas se le cacher, mais malgré tout, on a une carrosserie, plus qu'évidemment que sur un scooter. Il y a cette notion d'espace. C'est ça. On a voulu travailler le confort. C'est pas le confort des voitures. Donc notre priorité, c'est pas les sièges et les suspensions, on va dire, si je veux simplifier. Ouais. On a voulu travailler le confort sur des usages de 20 minutes, sur des petits trajets. Oui, bien sûr. Donc on a privilégié la luminosité, les rangements, l'espace, pour avoir cette sensation. Tout à l'heure, vous d'être parliez de bien à chauffage. l'intérieur. Il y a du chauffage, non? Il y a du chauffage. Ah, il y a oui, du oui. chauffage, Il n'y a pas de quand même. climatisation, mais il y a du chauffage. D'accord. Donc voilà, C'est pas négligeable. hein. notre ambition, c'est quand Oui, même c'est vrai de que- pouvoir l'utiliser en hiver. Donc le chauffage, oui. c'était quand même important. Où est-ce que j'achète cette voiture? Parce que j'ai cru en voir dans les Fnac. Et est-ce que C'est par pas exemple, un mirage. Il y en a vraiment dans les Fnac. en général dans les Fnac on voit des J'ai télés. cru voir une voiture à la FNAC. On voit des télés ou des PC, mais on voit rarement des voitures. Mais si par exemple je vais chez mon concessionnaire Citroën, je peux commander un ami? En fait, aujourd'hui, on a déployé une approche multicanaux. On a voulu montrer AMI dans des endroits où vont les clients. Donc, c'est pour ça qu'on en trouve dans 40 Fnac en France. Donc pour un peu amplifier le phénomène et la faire voir à d'autres gens que les clients qui vont d'habitude dans des showrooms automobiles. Par contre, on va aussi la proposer dans un peu plus de 100 concessions Citroën en France. Donc on veut la montrer dans plusieurs endroits et profiter vraiment et être là où vont les gens. Voilà. Vous avez parlé du prix, donc si je l'achète en cash, Oui. mais après il y a des systèmes de location. Oui, des formules de location longue durée qui nous permettent d'avoir des formules à moins de 20 € par mois pour l'utilisation d'une AMI. Donc c'est quand même assez intéressant. Avec malgré tout une somme que je donne au Avec départ. un premier apport important, mais on a aussi des formules qui sont compétitives et qui font qu'on va payer le prix d'un pass Navigo. Donc si vous mettez 100 €, le leasing va vous coûter 75 € par mois. Donc on est dans l'univers d'un abonnement sur des transports en commun. D'accord, donc je donne 100 € dès le départ, je récupère la voiture et après ça me coûte 75 € par mois. C'est ça. D'accord. Et puis on a des formules via Free2Move en autopartage avec des coûts qui sont des coûts à la minute, comme habituellement dans ces formules-là où on est à 26 centimes la minute. Très bien. Eh bien Voilà, voilà. l'AMI, un produit à part. On verra si le public est là, si vous arrivez à toucher votre cible. On vous le souhaite. Les débuts sont prometteurs. Les en débuts tout sont cas. prometteurs. Vous êtes combien de réservations ou de ventes à ce On a jour? plus de 1000 commandes pour le moment. D'accord. Donc c'est un ami qui nous veut du bien, quand même, Oui, on peut le dire. absolument. Voilà. Il vous veut du bien. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, Sébastien beaucoup. Grandmougin. Merci à vous. Vous êtes chef de produit AMI. Tiens, on parlait justement d'autoradio Oui. et voilà, de son, donc on peut installer une enceinte Bluetooth, etc. Est-ce que je pourrais, par exemple, mettre un petit Amazon Echo Auto dans Eh oui. cet AMI, Et oui, Jérôme? parce que l'actu, c'est l'Amazon Echo Auto qui est sorti il y a quelques semaines, avant les vacances exactement. De quoi s'agit-il? C'est ce petit appareil qui vous permet de mettre C'est tout petit, hein? ouais, la fameuse Alexa à bord de votre voiture. Vous en avez déjà dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain. sur Alors là, votre tu l'avais, smartphone. excuse-moi, je te coupe, tu l'as Ouais. positionné sur la bouche d'aération Exactement, grâce de à ta voiture. voilà, avec un support qui est fourni avec et qui, franchement, on peut le dire, est assez moche. Oui, c'est vrai que c'est pas très beau, hein. très heureux. Voilà, c'est un petit peu le côté négatif. Moi, je suis un peu déçu que Amazon, qui est comme une grande maison, ne nous ait pas inventé un truc un peu plus design pour fixer l'Amazon Echo. Malgré tout, on n'est pas obligé de le mettre comme ça. Moi, finalement, j'ai fini par lui trouver un autre positionnement dans la coudoir centrale. Et il a, je crois, 8 micros à l'intérieur, ce qui fait qu'il capte super bien le son. D'accord.
Et ensuite, eh bien, vous vous retrouvez avec toutes les fonctions que vous avez avec votre Alexa à la maison. Ça utilise la connexion 4G du smartphone, évidemment, il faut un smartphone qui était appairé préalablement, sinon ça ne pourra pas marcher. Et tu l'appaires en Bluetooth? Tu l'appaires en Bluetooth et ensuite tu appaires également l'appareil en Bluetooth sur tes haut-parleurs de voiture et comme ça tu as Alexa sur l'ensemble de la voiture. Voilà le petit Amazon Echo Auto que j'ai aussi entre les mains, donc il est pas très très gros. Et tu vas me dire à quoi ça sert? Mais voilà, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça apporte de plus que mon autoradio Bluetooth traditionnel? Eh bien, ça t'apporte toutes les fonctions de connectivité. Tu peux lui demander un itinéraire, tu peux lui demander, même si tu es en voiture, tu peux avoir des questions qui n'ont pas de rapport avec la voiture à lui demander. Ton prochain rendez-vous, quel temps il fera le week-end prochain à ta maison de campagne, etc. Et puis, on peut dire que ça pourrait faire double emploi avec les solutions CarPlay et Android Auto. Sauf que tout le monde n'a pas CarPlay et Android Auto. C'est sûr. Donc, c'est surtout, si vous voulez, si vous êtes fan d'Alexa, ça permet de prolonger l'expérience et vous retrouvez tout ce que vous faites à la maison, vous pouvez le faire à la maison, dans la voiture. Et même, je me suis amusé, moi, depuis ma voiture, à commander mes volets électriques de la maison. Tes fameux volets électriques. Les fameux volets électriques. Et donc, oui. si tu veux, tu n'es pas chez toi et en voiture, tu dis Alexa, ferme les volets. Voilà. Et là, tu mets tout le monde dans le noir. Voilà, c'est ça, à distance, ça ne sert à pendant que tu rien, conduis. Pendant que tu conduis, c'est etc. pratique. Voilà, c'est ça pas coûte mal, 60 €. Et autre chose, quand Oui. même, qui est quand même, à mon avis, la fonction la plus intéressante, je dirais que c'est l'autoradio du futur. Parce qu'évidemment, tu as la musique. Tu lui demandes, quel que soit ton service de musique, Spotify, Amazon Music, Apple Music, tout ce que tu veux. Tu peux écouter toute la musique que tu veux. Tu peux écouter toutes les radios, Mais comme oui, tu le fais bien déjà sur Amazon. Donc, c'est peut-être l'autoradio du futur, avec plus d'interactivité. Tu peux lui demander d'écouter tel ou tel programme, telle ou telle chronique à la radio. Ça, c'est plutôt pas mal. Oui, sauf qu'il n'y a pas d'afficheur. Il n'y a pas d'afficheur. Dans ce modèle-là, en tout cas. Non, mais il y a l'interactivité, l'interaction vocale, qui est quand même pas mal. Il n'y a qu'une chose qui me gêne dans l'histoire, c'est que finalement, en faisant ça, on tire sur la 4G, alors que la FM ne consomme rien en termes d'énergie. Eh bien, ça fait un petit appareil de plus qui va indirectement produire du CO2. Oui, et puis en plus, ça va attaquer ton forfait 4G, alors que Ça va quand tu attaquer écoutes mon la radio en forfait 4G. FM, c'est du broadcast. Tout à fait. Là, Voilà. et puis, C'est pas très éco-friendly, non, finalement. c'est pas très éco-friendly. Mais Et ça c'est coûte aussi 60 €, c'est ça? Le monde vers lequel on va, 60 €, tout à fait. Voilà, l'Amazon Echo Auto. Bon, ce qui est pas très beau, c'est le support et puis le câble qui part comme ça du truc. Non, c'est pas beau. Il faut trouver une solution pour Voilà, le c'est ça. cacher. Il parce faudrait que sinon- l'intégrer en fait dans un véhicule. Alors ça existe dans certains véhicules. Alexa, Amazon a passé des partenariats avec certains véhicules. On avait vu au CES de Las Vegas une Lamborghini avec Alexa intégré. Mais vrai. tout le monde ne peut pas s'acheter une Lamborghini. Ça, Mais je cela dit, il y a confirme. d'autres constructeurs, d'autres marques. Je crois Mais bon, pour le prix Audi, d'une etc. Lamborghini, c'était bien intégré. Hein. Là, il y Oui, avait c'était pas de bien câble, intégré. hein. Il n'y a pas de souci, Absolument. vous inquiétez Tout à pas. fait. Très Ne bien, souriez pas. voilà pour ce petit produit Amazon Echo Auto. Jérôme, Oui, on oui. retrouve Dimitri Charitsis dans un instant. Absolument, Dimitri Charitsis qui chaque mois teste des véhicules et les véhicules les plus high-tech qui lui tombent sous la main pour 01 Drive. Donc cette semaine, ce mois-ci, il est allé voir la Toyota Yaris. Et on en parle tout de suite. C'est l'essai du mois. Et l'essai du mois, donc, c'est la Toyota Yaris, 4e génération de cette Yaris hybride. Tu disais, voiture préférée des Français, made in France. C'est rigolo parce que c'est une Toyota, c'est une marque japonaise. Et pourtant, c'est une voiture qui est fabriquée à 100% en France. Dimitri Charitsis a testé donc cette nouvelle génération de Toyota Yaris hybride. Voici son test. On y est, la 4e génération de Yaris, elle est enfin là. On a pu l'essayer, c'est plutôt chouette. On va vous dire tout de suite ce qu'on en a pensé. Mais on va d'abord faire un petit tour de la voiture. En fait, du coup, on est sur la 4e génération de cette Yaris. Et en fait, elle est un peu plus qu'une nouvelle version de la Yaris que tout le monde connaît, la fameuse Made in France. C'est une version qui a beaucoup changé parce qu'elle repose sur une nouvelle plateforme, la plateforme TNGA de Toyota, qui a aussi servi au CHR. Ce que ça change concrètement pour cette voiture, c'est qu'elle a un centre de gravité plus bas, une position de conduite qui a beaucoup changé. Et donc ça, en fait, déjà, ça va changer la façon le comportement de la voiture. Mais on va déjà s'intéresser à l'aspect extérieur de la voiture avec un design qui a été largement modifié
modifiée, elle est nettement plus agressive, elle a des traits beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus sportives. Et finalement, le souhait de Toyota, c'est de s'orienter vers une clientèle plus jeune. Et c'est cette clientèle, c'est ce design que la voiture est censée incarner. Au final, c'est très réussi. On a une petite voiture assez sympa à regarder. Et objectivement, quand on va à l'intérieur, ça va aussi devenir très sympathique. On parlait de traits plus dynamiques, c'est notamment le cas de cette aile avec l'espèce de petit boomerang qui a été dessiné jusque-là. Et ben voilà, ça donne un peu plus d'impulsion, un peu plus justement de sportivité au véhicule et c'est justement ce trait-là qui a été déployé sur l'ensemble de la voiture. Et forcément, la petite Yaris d'1 litre qui avait tendance à être un petit peu vieillotte, un petit peu compliquée à conduire, ben là, elle donne l'impression d'en vouloir un peu plus sur la route et c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur. L'intérieur justement, il a été profondément modifié. La planche de bord accueille un plus grand écran central. On a aussi un double écran à l'avant sur la position du conducteur qui est plutôt intéressant. L'avantage de la Yaris, c'est qu'elle dispose d'un grand nombre d'équipements de série et notamment des aides, des assistances à la conduite. On a la détection des piétons, la détection des cyclistes, l'assistance de maintien dans la voie, le régulateur adaptatif de vitesse. Tout ça en fait est compris de série sur la Toyota dès son premier niveau de prix à un peu moins de 21 000 €. Et finalement, c'est ce qui va agrémenter un petit peu la conduite. Alors à côté de ça, on a un système multimédia qui est un tout petit peu vieillot. Il est en progrès par rapport à ce qu'on a connu jusque-là chez Yaris, mais c'est quand même pas idéal. Heureusement pour les acheteurs de Yaris, il y a un petit côté plutôt sympathique, c'est la compatibilité de série dès le premier modèle avec iOS et Android, en filaire évidemment, mais du coup ça permet, si on n'aime pas beaucoup l'environnement Yaris, de passer directement sur son environnement de téléphone et franchement c'est vraiment très bien. Donc ce qu'on a pensé de cette Yaris, c'est finalement que c'est une très bonne voiture. Évidemment, la motorisation hybride de Toyota, on la connaît, elle fonctionne très bien. Et sur cette Yaris, elle donne même d'agréables surprises. On a été à moins de 4 litres au 100 quand on a roulé un petit peu pépère. Et on a même roulé dans le massif des Bauges qui est juste derrière nous. On n'a jamais dépassé les 5 litres au 100 de conso. Et c'est vraiment chouette pour le coup. Donc finalement, le bilan est très positif pour cette Yaris. Elle est déjà disponible dans le commerce. Son prix de départ est de 20 950 € et en toute option, elle atteint un peu plus de 24 000 €, ce qui en fait une voiture au positionnement rapport qualité-prix très intéressant. Voilà, Dimitri Charitsis, toujours sur les bons coups, là où il fait beau, là où il y a des belles voitures, etc. Et le test sera retrouvé évidemment en détail sur 01net.com. On passe à notre séquence invitée, François. Oui, et on va parler de tracker maintenant pour éviter qu'on vole votre vélo. On en parle tout de suite. Habituellement, nous sommes sur les petits canapés pour les invités. Voilà, bon là, il y a un peu de changement. Covid oblige. Consigne de sécurité sanitaire oblige. Tout à fait. Mais nous sommes néanmoins ravis d'accueillir Anne-Charlotte Naud. Bonjour. 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 Directrice marketing de la société française Invoxia. Oui. Et vous avez devant vous des petits trackers. Alors, on va rentrer dans le détail, mais juste avant... Le mal du siècle, c'est le vol de vélo. On est d'accord, Jérôme. C'est 400 000 vélos volés chaque année en France. À Paris, c'est plus de 540 vélos par mois qui disparaissent. Enfin, c'est un toutes les minutes. Un toutes les minutes. C'est à vous dégoûter du vélo. Alors qu'il y a plein de gens qui essayent de se mettre au vélo, et qui s'y mettent d'ailleurs, mais... À quel prix, parfois? Est-ce qu'on peut combattre ça? Est-ce qu'il y a un moyen de réduire, en fait, ce nombre de vols? Oui, alors chez Invoxia, notre mission, c'est d'aider les personnes à protéger ce qui leur est cher contre la perte ou le vol. Et donc, pour ça, on a développé une gamme de trackers que j'ai emmené aujourd'hui. Et donc, on a notre best-seller qui est un tracker GPS. Alors, celui-là, effectivement, on le connaît. Oui, lui, il est plutôt pour les véhicules, donc voitures, motos, scooters. Et pour les vélos, on a développé un tracker, donc un mini tracker, c'est aujourd'hui le tracker GPS le plus petit du marché, qu'on va venir glisser dans un réflecteur et on va ensuite accrocher ce réflecteur à la tige de la selle ou même à une trottinette. Et donc ensuite, le tracker, de manière complètement autonome, va envoyer sa position lorsqu'il est en mouvement et il alertera l'utilisateur en temps réel en cas de mouvement suspect. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux utilisateurs de garder l'esprit tranquille en fixant
leur réflecteur connecté au vélo. Et ensuite, le tracker fera son Donc, c'est un travail double usage, en fait. d'envoyer Ouais, la position et puis d'alerter en cas de problème. Donc ça sert à géolocaliser notre vélo n'importe quand, n'importe où. Oui, partout en France, oui. Et avec une autonomie de 3 mois. Et donc un abonnement inclus pendant 3 ans pour toujours rester dans cette logique de garder l'esprit tranquille. Alors, parlons un petit peu de technique. Ce n'est pas du GPS, n'est-ce pas? Alors, pour la géolocalisation, on utilise différents types de technologies. C'est aussi pour ça qu'on parle de tracker intelligent, parce qu'en fonction de son environnement, il va utiliser différentes technologies pour se géolocaliser. Donc, il va par exemple utiliser le Wi-Fi, le Bluetooth et ensuite le GPS. Et pour envoyer sa position vers nos serveurs puis vers l'application, on va utiliser LoRa. Le réseau bas débit. Oui, c'est ça, le D'accord. réseau bas débit dédié aux objets connectés. Oui, qui est en plus très, très peu énergivore. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des autonomies de plusieurs semaines. Oui, c'est ça. Voilà. Mais vous vous dites comment le Wi-Fi, il va se connecter à quel Wi-Fi en fait cet appareil? Alors, Comment ça marche? En fait, il ne va pas vraiment se connecter, il va sniffer les Wi-Fi alentours qui, eux, sont localisés. Et donc, nous, on ne se connecte pas vraiment au Wi-Fi. Par contre, on utilise la position Ah d'accord. des box Wi-Fi. Comme Même, les petits- même sur des Wi-Fi qui sont sécurisés, qui ont des codes? Oui, on ne se connecte vraiment pas à la box. C'est rigolo ça. Ouais, comme les petits trackers de trousseaux de clés, etc. Oui, c'est ça. C'est un peu le même principe pour préserver l'autonomie. Alors moi, j'ai essayé ça aussi. Ouais. J'ai pratiqué. C'est vrai que c'est sécurisant, c'est pas mal. Avec l'application, on arrive à savoir où est son vélo. Malgré tout, c'est pas instantané. La position n'est pas envoyée en temps réel, hein. Il y a un délai, c'est bien Oui. ça? Oui, c'est bien ça. On va pouvoir, depuis l'application, choisir la fréquence de position. La fréquence la plus élevée étant toutes les 2 minutes à peu près. Par contre, l'alerte anti-vol, elle, est en temps réel pour permettre à l'utilisateur de se déplacer Dès et qu'on d'interrompre. bouge le vélo, Oui. en fait, là, on Ça, reçoit c'est une en temps réel. notification. L'alerte Ensuite, anti-vol, ça veut effectivement. dire que par exemple Jérôme est venu à vélo, il a votre système, d'accord? Donc Oui. il le verrouille en quelque sorte sur l'application, ou ça se fait C'est automatiquement? automatique. C'est automatique, On s'y pense oui. plus, en fait. Voilà. Sauf que là maintenant tu es avec nous en plateau, d'un coup quelqu'un Si quelqu'un bouge ton touche mon vélo, je reçois ou une le déplace, notification. Ouais. tu reçois une notification. Voilà, exactement. Oui, C'est ça, oui, hein. instantanément. D'ailleurs, on a une histoire d'un utilisateur qui utilise donc le bike tracker et qui a reçu une notification, une alerte anti-vol en pleine journée. Il s'est déplacé, il a trouvé un voleur avec une pince Monseigneur en train de charcuter son anti-vol, sa chaîne. Donc il a pu interrompre le vol. Et quelques jours plus tard, rebelote, mais cette fois-ci en pleine nuit, donc le temps de se déplacer, le vélo était déjà parti. Il a appelé la police, déposé plainte et donc la police est intervenue. Ils sont allés ensemble sur le lieu de la dernière position GPS qui était l'appartement de quelqu'un. Et donc en prouvant avec le radar Bluetooth que le tracker était chez la personne, le voleur a finalement rendu le vélo Et il a pu récupérer son vélo. pour C'est-à-dire s'éviter que- des problèmes supplémentaires. Là le vélo n'était pas dans la rue, il était au domicile en fait du voleur, Oui. c'est ça? Oui, oui. Et donc avec le Bluetooth, on arrive à repérer à peu près où se trouve le vélo, Oui. même dans un immeuble. Oui, parce qu'en fait, le GPS, la précision du GPS n'est pas au mètre près. Et donc, pour compenser ça, sur les derniers mètres, on a un radar Bluetooth dans l'application qui va fonctionner comme un Ah oui, radar donc en fait, on chaud-froid. s'approche avec son smartphone Oui, et on exactement. voit Et on voit à C'est- quelle distance approximative on est du plus tracker. chaud, plus froid, Exactement, etc. oui. Ouais. Et là je savais pas que les policiers pouvaient nous accompagner. Il vaut mieux, je pense. Il ne faut Oui. pas essayer Oui, mais d'aller je- faire ça soi-même. C'est hein. bien qu'ils le fassent. Oui, en fait, ils le font parce qu'on leur apporte toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l'intervention. D'ailleurs, on est régulièrement contacté par la police pour les aider soit dans le cadre d'enquête, soit pour des cas de vol. Et comme ils ont toutes les informations pour pouvoir intervenir facilement, enfin facilement avec de gros guillemets, mais pour Ouais. pouvoir intervenir, ils y vont et récupèrent. Mais ça récupèrent les- devient un vrai problème. Et puis, vu la quantité de vols dont on parlait, la police ne va pas pouvoir passer son temps à essayer de récupérer des vélos. Donc, est-ce que véritablement, on a pas une assurance, mais est-ce qu'on va pouvoir remettre la main sur un vélo qui a été volé? Il y en a beaucoup qui se retrouvent sur le Bon Coin aussi. Oui. Il y en a beaucoup qui se retrouvent sur le Bon Coin, effectivement. Alors, nous, on dit que notre bike tracker n'est pas la seule solution de sécurité à mettre sur son vélo. Il faut l'accompagner d'un bon antivol. Ouais, un antivol physique en Voilà, fait. un antivol C'est physique compliqué à casser, ce qui fait que le temps que le voleur casse l'antivol ou parte avec le Ça va vélo, très vite. Hein.
Avec C'est- de bons antivols, on peut Ouais, je crois que le plus solide résiste 30 secondes à une Oui, mais Ah, après, une il faut que ce soit un grosse pince spécialiste. ou avec une molleuse. oui, il faut vraiment voilà. que ce soit. Effectivement, enfin, aucun système n'est infaillible. Absolument. Néanmoins, c'est quand Il faut même que ce soit une le plus bonne. compliqué possible, c'est voilà. comme les serrures de porte. Ah, Et c'est Charlotte- dissuasif. Pardon. Oui, non, je vous en prie. Oui, oui, bien sûr, Non, j'allais c'est dire que dissuasif, c'est sûr. C'était dissuasif. Si on voit un gros antivol et un bike tracker, le voleur va plutôt se tourner vers un vélo qui sera peut-être moins sécurisé. Mais est-ce qu'il faut dire qu'il y a ce type de tracker sur le voilà. vélo ou pas? En théorie, il vaut mieux pas le dire, non? Parce que s'il le dit, si on le dit, la personne peut essayer de le chercher et peut-être enlever. Ça peut pas s'enlever. Alors, ça peut s'enlever. On a mis des vis Torx pour que ce soit le plus sécurisé possible. Et donc, on a déjà le côté dissuasif, en fait, de se dire que ce vélo-là est géolocalisé, l'alerte anti-vol qui est ensuite en temps réel. Et sur le fait de le dire ou pas le dire, on a même des utilisateurs qui aujourd'hui nous demandent des vignettes protégées par Invoxia, au même titre que les personnes qui ont des maisons protégées par les Ouais, alarmes vont coller des Après, c'est un des peu un autocollants. pari, on va dire. Oui, soit ça dissuade la personne, soit la personne s'y connaît un petit peu et va trouver le tracker et va l'enlever. quoi. Oui, et elle Oui, donne c'est un pas coup de pied infaillible. dedans et ça Mais arrête, avec bien sûr. l'alerte anti-vol, on laisse Ouais. quand même la possibilité aux personnes d'interrompre le C'est- vol. C'est vrai que sur un vélo, c'est pas facile parfois de cacher un tracker. Moi, j'avais essayé sur mon vélo de cacher celui-là Oui, dans le tube de la selle, mais je sais plus, après il marchait plus ou je pouvais plus mettre la selle. Enfin bref, oui. celui-là. Surtout un vélo sans selle, c'est pas Oui, évident. voilà. Enfin, tu me connais, j'ai Oui, bien oui, essayé oui. ce genre de choses. Mais je sais très bien. Voilà, le petit là, est-ce qu'on peut essayer de le glisser ailleurs dans le vélo Oui, alors le petit, on peut tout à fait le glisser sous une selle, par exemple attaché aux barres qui viennent sous la selle. On peut imaginer également le mettre dans le cache des batteries de vélo électrique si le cache n'est pas en métal. Ouais. Et Ou par sous un exemple, pare-boue, par exemple. oui, aussi. sous un pare-boue. Aujourd'hui, on équipe les vélos Heritage Bike, qui sont des très beaux vélos électriques. Ils ont choisi de s'allier à Invoxia pour le tracking GPS. Et donc, c'est ce type de tracker qu'ils ont dissimulé sur leur vélo. Donc oui, on n'est pas obligé obligé de mettre d'utiliser le même ce vecteur, système-là. ouais. On peut, en fonction du vélo, utiliser différents types de trackers. Je suis un voleur malveillant, je prends le vélo de Jérôme, mais j'ai pas envie qu'il me le détecte. Si je vais au 4e sous-sol d'un parking, est-ce que je suis toujours détectable? Alors, ça va être le problème de n'importe quel appareil qui utilise le GPS. Si vous essayez avec Google Maps, par exemple, si vous êtes au 5e sous-sol, vous ne capterez pas non plus. Mhm. Par contre, LoRa, le réseau LoRa est un réseau qui capte mieux en sous-sol que les réseaux GSM, par exemple. Donc, on a fait le maximum pour permettre la localisation en sous-sol. Néanmoins, effectivement, parfois, en allant au 4e sous-sol, on n'a plus la position, mais on aura la position à l'entrée ou à la sortie du Ouais, parking, Oui, qui permettra ensuite, avec le radar Bluetooth, de voilà, c'est ça. retrouver le vélo dans le parking. D'accord. Et puis en plus, ça sert à rien de voler un vélo et de faire du vélo dans le parking. Au bout d'un moment, je suis obligé de sortir. Donc à ce Oui, au moment-là, bout quand d'un je moment, faut ressortirai, sortir. voilà. Il y a des vélos qui intègrent directement maintenant des systèmes de géolocalisation, qui ont Oui. la puce intégrée nativement dans le vélo. Le prix, je ne sais Ah oui, plus si ça vous nous coûte l'avez combien donné, combien ça coûte? Alors, celui-ci est à 99 €, donc avec 3 ans d'abonnement inclus. Et pour le Bike Tracker, on est à 149 €, toujours avec 3 ans d'abonnement inclus. Et si mon vélo part à l'étranger, est-ce que je peux encore le localiser? Alors en fait, on se rend compte que la plupart des vélos sont retrouvés. L'action d'aller le chercher doit être faite dans les 24 heures, sinon effectivement il disparaît, mais pas forcément à l'étranger. Il va plutôt être démonté ou partir en camion. Donc à l'étranger, le tracker n'émettra plus, D'accord. mais en agissant dans les 24 premières heures, on maximise les chances de pouvoir le trouver. Très bien. Très bien. C'est une sécurité intéressante. Puis si on voit que le tracker est à Roissy, on se dit, bon, bah là, Bon, bah voilà, il va prendre l'avion. il va prendre l'avion. Donc ça va être compliqué. Très bien, ben, merci beaucoup Merci pour toutes ces beaucoup. Merci. précisions. Donc Invoxia avec ce petit tracker qu'on trouve partout, sur le web, dans les magasins. Oui, sur Invoxia, sur Amazon, dans différents magasins. Bon, est-ce que vous connaissez la marque, le constructeur Colline Oui. de vélo? Vous avez Oui, essayé de négocier avec eux un petit tracker Invoxia ou pas?
Parce que ça tombe bien, on a un porte-parole qui est juste à côté. Donc. Oui, j'ai vu. Alors, Colline intègre un tracker GPS directement dans le vélo. Néanmoins, deux sécurités valent mieux qu'une. Et oui. On peut en mettre un deuxième. On peut en mettre un Ah deuxième. oui, pourquoi pas. Moi, je vais en pourquoi mettre pas. un sur François pour savoir où il est en permanence. Oui, si tu veux. Merci Anne-Charlotte. Merci beaucoup. Et donc, notre deuxième invité dans un instant, on va découvrir ce Cette marque constructeur française de vélo, ouais. Colline. Regarde cette ligne, François. Ah oui. Un vélo au look étonnant, un vélo 100% français qui s'appelle Colline, mais alors Colline pas à la française, hein. Colline écrit, je ne sais pas en quelle langue, c'est notre invité qui va nous le dire tout de suite. Audrey Lefort, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes la cofondatrice donc de Colline, un Oui. beau vélo haut de gamme. Hein. On va parler tout à l'heure du prix, mais évidemment, on se positionne dans du haut de gamme. J'allais dire un énième vélo électrique. Aujourd'hui, alors, j'imagine qu'il y a une latence, une inertie à partir du moment où on a l'idée de créer un vélo électrique et où il sort. Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément d'offres dans les vélos électriques. Comment allez-vous vous différencier et quelle est la particularité de votre marque, Colline ? Alors aujourd'hui, on a des vélos qui sont positionnés sur le purement utilitaire. On a aussi une grosse arrivée en masse du vélo connecté. On ne vend pas de la connectivité, on vend du prestige. Donc on fabrique un produit de A à Z, on a conçu toutes les pièces du vélo avec une grosse partie en France, donc les parties carbone qu'on peut voir ici par exemple, qui sont fabriquées dans nos ateliers à la main. On a 50 heures de fabrication sur un vélo. Donc nous en fait on vend du prestige qui inclut donc la qualité, la performance et la connectivité est quelque chose d'annexe qui permet d'apporter du confort. Mais ce n'est pas la première chose qu'on va chercher à commercialiser. D'accord, mais ce n'est pas une option, la connectivité. Elle Non. est dans tous les vélos que Voilà. vous commercialisez. On est Alors d'accord. elle est intégrée, mais on a quand même la possibilité bien sûr de rouler sans la connectivité, Oui, bien sûr. en mode manuel, sans être obligé de s'attacher à un téléphone. D'accord. Connectivité que notamment que l'on remarque avec cet écran qui est intégré dans le guidon, hein, Oui. qui est apparemment une bonne idée puisque c'est aussi ce que propose Angel, le vélo Angel de Marc De Simoncini. Marc Simoncini. On va parler tout à l'heure de la connectivité, mais en quoi c'est un vélo d'exception, Audrey, de par les matériaux, est-ce que c'est un vélo qui est fait quasi sur mesure Alors on a déjà une spécificité qui est assez importante, c'est qu'on est sur une géométrie de Drésienne, ce qui veut dire qu'on n'a pas de renfort apparent sur le vélo, ce qui fait qu'on est aussi les seuls aujourd'hui à fabriquer ça. Et on peut voir aujourd'hui ce qu'on ne voit pas dans le vélo habituellement. Alors ça, c'est toute la partie interne, qui est une partie structurelle, qui a été réalisée donc, par notre ingénieur spécialisé dans le composite de cadre de vélo de course. Et donc c'est ce qui va permettre au vélo d'avoir la rigidité actuelle qu'il a aujourd'hui. Ça, c'est une pièce maîtresse du vélo. Il y a 50 heures de fabrication, ce que je vous disais sur le vélo, mais il y a aussi 300 découpes qui sont faites à la main sur un cadre. Donc ça, c'est dans la partie oblique. Tout à fait. Hein, c'est ça. On peut le retrouver ici, c'est ce qui accueille la batterie. D'accord. C'est ce qui nous permet aussi de dissimuler les câbles qui passent juste au-dessus de cette partie et d'intégrer toute la partie électronique à l'intérieur du vélo puisque la batterie est amovible. Et on a donc 80 découpes sur une fourche. D'accord. Voilà. Donc on a énormément d'heures de fabrication. On a aussi mis un point d'honneur sur le développement de la partie électronique. Aujourd'hui, nos cellules sont toutes assemblées une par une, attachées et non pas empackagées dans Là, vous un parlez de la plastique. batterie. Tout à fait, la D'accord. batterie. Et ce qui permet à l'air de passer à l'intérieur. Le BMS a été bien travaillé de manière à ce qu'on puisse avoir une batterie, on peut dire, éco-responsable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recycler les cellules. Donc on a travaillé aussi sur la partie sellerie avec des composants de qualité en faisant appel à des professionnels, des artisans. Et donc on a remis tout ce savoir-faire dans le vélo. On ne s'est pas contenté d'importer tout simplement des pièces et donc de supprimer toutes les parties plastiques en les remplaçant par des pièces en aluminium de qualité et qui vont durer dans le temps. Donc aujourd'hui, les personnes qui vont acheter nos vélos, en fait, sont des personnes qui pensent investissement long terme. Ouais, c'est un peu un produit d'exception, quoi. C'est tout à fait un produit d'exception. C'est un investissement. C'est un investissement, bien sûr. On ne s'adresse pas à tout le monde et ce n'est pas l'objectif parce que si demain on premier à réduire absolument le coût, on serait obligé aussi de faire des concessions en termes de dites-nous qualité. tout. Combien coûte-t-il ce vélo ? Alors le vélo, le premier prix de ce vélo est aux alentours de 7 000 €.
7 000 euros. Voilà. C'est le prix de la petite Amie qu'on a vue Oui, tout à l'heure. c'est Pas la exactement. petite Amie, attention, le Oui, véhicule le- Amie, parce que voilà, c'est dit comme ça paraît La un petite peu amie de bizarre. Citroën. C'est Donc la petite- 6 petit véhicule de 800 Citroën. euros très précisément, Ouais, ça c'est le prix 6 de ce 800 qu'on appelle nous le composeur. Donc on part de la même base D'accord. et on va avoir quelques composants un petit peu plus standardisés et puis on va pouvoir ensuite changer les couleurs, l'accessoiriser, etc. D'accord. Mhm. Et puis ensuite on va avoir donc les éditions, dont l'Opale en l'occurrence, qui là est dotée de la sellerie en cuir, qui a des composants un petit peu plus travaillés dans les finitions. Donc on a le système de freinage par exemple, qui est un système de freinage de compétition, Durita Aviation, etc. Et puis des services d'assurance, donc on offre la première année d'assurance, casse, vol, assistance en Europe. D'accord. Oui, Voilà. parce que c'est vrai qu'un 7 000 euros. Il vaut mieux bien l'assurer, bien le vaut mieux protéger. bien l'assurer. Donc, Ouais, ouais. voilà, il est assuré et sans déperdition de la valeur du vélo, et ça c'est assez important. Donc en je termes pense. de sécurité, il a quoi? Il a un tracker GPS là, votre Alors tout à fait, donc on intègre un en tracker parlait juste GPS. avant. Voilà, on intègre un tracker GPS. Donc si on fonctionne avec l'application, à l'approche du vélo, le vélo va s'allumer, puis quand on s'éloigne, il va s'éteindre et il va reconnaître un mouvement suspect. Et à partir de là, il va alerter en temps réel sur le smartphone et on Donc, va c'est pouvoir. une alarme, plus c'est Alors, carrément une alarme. non Voilà, quasiment. exactement, Ouais, c'est c'est ça. ce principe-là. Ça va nous permettre en tout cas de traquer le vélo, de pouvoir le suivre et donc de le retrouver. Cependant, évidemment, on préconise toujours l'achat, antivol, voilà, un bien sûr. antivol. Il a un antivol intégré ou pas? Alors non, parce que Non. ça alourdit le vélo et Ouais. puis ça peut avoir aussi des problématiques, c'est-à-dire que si le cadenas est endommagé, on peut être amené du coup à changer l'intégralité du cadre. Ouais. Donc on a quand même des bonnes pratiques. Donc par exemple, on va attacher le vélo par le cadre, par une partie structurelle en tout cas, Mhm. et on recommande justement un cadenas à bus avec une alarme. Donc c'est un cadenas, si vous ne le lâchez pas au bout de 3 secondes, qui va commencer à sonner. Mais voilà, ça reste quand même un vélo, donc on le protège avec un tracker, avec une assurance et avec un cadenas. Alors, je vous pose une question. C'est vraiment. Qui peut mettre 7 000 euros dans un vélo aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à mettre cette somme-là. Alors nous, on cible pas du tout le mass market, Oui. c'est pas l'objectif. On parle de plusieurs centaines d'unités, pas de dizaines de milliers D'accord. d'unités. Je vous donne un exemple, quand on a un client qui passe une commande, déjà on lui propose la visite de l'atelier, on lui propose aussi d'assister où aux étapes de... Alors qui est à Biarritz, À Biarritz, d'accord. on a notre atelier Ouais. qui est à Pas mal. Biarritz. C'est Pas mal. mieux que vous étiez, C'est que si plutôt vous étiez à sympathique, Marc-en-Barœul ou à- On a bien choisi notre Ouais. environnement. Donc on propose la visite rien contre de Marc-en-Barœul, l'atelier mais- sur les étapes de fabrication, ou alors on envoie des visuels des étapes de fabrication pour ceux qui sont un petit peu plus loin. Et vous nous envoyez des étapes de fabrication de mon vélo que je De- vais recevoir. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et puis à l'arrière du vélo, on a donc une petite plaque on vient taper avec l'identification du code client. Ouais, c'est un produit luxe. On sait qu'il y a une vraie clientèle pour le luxe, hein, bien sûr. Juste un mot sur la connectivité qu'on a vite abordé. Il y a un petit écran tactile. Cet écran permet quoi en fait? Alors l'écran n'est pas tactile. Ah, pardon. Je On a souhaité plutôt tester cette partie-là avant, puisqu'on a estimé dans un premier temps que ça pouvait être dangereux d'utiliser du tactile. Oui. Pour rappel, on a quand même des vélos qui sont assistés à 25 et 45 km/h. Mhm. On a 2 modèles différents. En 45, l'homologation est un petit peu plus lourde. Donc Oui. l'écran n'est pas tactile. Par contre, il est translectif. Ça veut dire qu'on a un petit capteur qu'on voit ici. Donc ça, c'est l'écran qu'on a développé. Il a été testé en immersion sous l'eau et sous bloc de glace pour Donc, montrer tu la peux aller- résistance. Tu peux aller C'est au bien. Groenland On peut faire aller du au vélo. Groenland avec le vélo. Tout à fait, on Ouais. pensait y aller justement. Pas mal. Donc là, on a un petit capteur qui va permettre de capter la luminosité, et selon la luminosité ambiante, donc de jour comme de nuit, eh ben l'écran va se rétroéclairer pour qu'on ait une excellente visibilité, même en plein soleil. Et c'est ce même capteur qui va aussi réguler les éclairages qu'on a à l'avant, qui sont soit en automatique, soit en permanent. Alors, vous devriez enlever le petit truc en plastique parce que c'est vrai que Alors, attendez. c'est beaucoup plus joli, je pense, comme ça. Voilà. D'accord. Et, L'autonomie, on n'en a pas parlé. Alors on est sur une autonomie de 90 km avec une charge rapide, donc on a 1h30 pour 80% d'autonomie de trajet, et on est à 2h30 pour 100% de recharge de la batterie. Donc 90 km, c'est largement suffisant pour des trajets quotidiens, ou même pour allonger un petit peu les distances. Puisque c'est Et le objectif du moteur, vélo. c'est quoi? C'est quelle marque? Enfin, Alors, on a nous-mêmes travaillé sur le moteur avec un prestataire en 48 volts. Alors, on a l'habitude de voir aujourd'hui des Vous vélos. avez fait votre propre moteur? Alors, on travaille avec un prestataire, bien sûr. Oui. Mais qui répond à notre cahier des charges, puisqu'on a développé nous-mêmes l'électronique. Donc on est sur du 48 volts, généralement sur du vélo électrique, on est aujourd'hui sur du 36, ça permet d'avoir plus de puissance. Mhm. Et on a volontairement choisi de placer ce moteur à l'arrière, tout simplement parce que,
qu'on soit sur un vélo électrique ou non, l'entraînement est fait par la roue à l'arrière. Donc ça permet d'avoir une conduite qui est beaucoup plus naturelle. Donc le moteur est dans la roue arrière. Et dans la roue arrière, tout D'accord. à fait. Et à l'inverse du coup d'un moteur pédalier, on n'a pas de perte de rendement, puisque justement le couple est envoyé directement depuis le moteur. Donc on a une sensation de poussée. De pousser. Voilà. Mais une Très conduite qui reste néanmoins très naturelle, fluide. Et je pense que là où il faut vraiment insister sur un point du vélo, c'est qu'on a choisi de travailler sur donc, 3 tailles différentes, 3 vraies tailles, puisqu'on a des moules de tailles différentes. Et qu'on a vraiment beaucoup travaillé sur la géométrie et pas seulement justement sur l'aspect connecté et performant du vélo, puisque la performance ne passe pas que par l'électronique, elle passe aussi par la conduite. On a fait en sorte de pouvoir avoir une conduite qui soit agréable et qui s'adapte à tous, à un plus grand nombre en tout cas, pour aller vraiment sur un produit performant et Superbe. pas juste un beau produit. Bah écoutez, il est très beau en tout Merci cas. beaucoup. Voilà. Alors c'est un vélo d'exception, hein, mais c'est très bien. Et en plus, il est français. Et en plus, il est fabriqué à Biarritz. Parfait. Merci beaucoup, Colline, Audrey. ça veut dire quoi? Pourquoi Colline? Alors, C-O-L-2-N. Non, LE, Colline, deux alors, N. on a souhaité complètement sortir de l'univers technique puisqu'on est Ouais. sur un positionnement qui est aussi un petit peu lifestyle. Et c'est donc un prénom qui est à la fois masculin et féminin voilà. sur lequel on peut, Eh oui. tout le monde peut s'identifier. Très Tout bien. simplement. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous souhaite un bon retour à Biarritz parce Bah, que merci beaucoup. j'étais sur votre site et je vous voyais en train de vous fabriquer vous-même aussi ces Tout à vélos. fait. Hein, j'ai l'impression. Ou alors c'était peut-être pour la photo, mais Non, on non. fabrique. Alors on est tous, C'est tous génial. les mains dans les mains. Ben voilà, une belle aventure C'est la Rolex du vélo, entrepreneuriale. quoi. Voilà, ou l'Aston Martin du vélo. aussi. L'Aston Martin du vélo. ouais. Très bien. D'accord. Bah, écoutez, on vous souhaite plein de Eh ben, bonnes merci réussites. beaucoup. Merci beaucoup. Audrey Lefort, donc cofondatrice de Colline. Voilà, c'est la fin de ce 01 Drive. On a hâte que Dimitri Charitsis mette ses pieds sur ce vélo. Oui, Il nous bien dise sûr. plus tard Qui nous ce qu'il en raconte un pense. petit peu ce qu'il en pense, bien évidemment. Ce 01 Drive est terminé. On se retrouvera bien sûr le mois prochain. Vous le savez, tous les mois, on vous propose ce rendez-vous unique de 52 minutes dédié donc à toutes les mobilités. Jérôme, au mois prochain. Salut François, salut à tous, portez-vous bien. À bientôt. C'est bon.